Que savent vraiment les scientifiques ? Quand et comment savent-ils qu'ils savent ? Quelles sont leurs certitudes ? Mais aussi et surtout leurs incertitudes, leurs interrogations, leurs doutes, qu'est-ce qu'ils en font ? Bonjour, je suis Anne-Laure Ganac, journaliste au Collège des Humanités de l'École Polytechnique Fédérale de Lausanne, et vous écoutez un podcast, Are You Sure ? Oui, vous écoutez bien un podcast. Are You Sure, c'est son titre, et c'est la question qui va me guider pour aller à la rencontre de celles et ceux qui font la science à l'EPFL, histoire de prendre le pouls de leurs certitudes et de leurs incertitudes. Bonjour, je m'appelle Denis Duboul, je suis né en 1955 à Genève. Je suis marié, j'ai 4 enfants, 2 beaux enfants. Et depuis 2006, je suis professeur à l'EPFL où j'enseigne et j'étudie la génomique du développement des animaux vertébrés. Bonjour Denis Duboul, merci d'avoir accepté mon invitation pour ce podcast. Vos travaux portent sur l'évolution des gènes dans le développement des mammifères. Est-ce qu'on peut les résumer ainsi ? Oui, c'est exactement ça. Nous essayons de comprendre la nature génétique du contrôle du développement des animaux mammifères, c'est-à-dire quels sont les gènes qui nous fabriquent, comment est-ce qu'ils sont régulés, qui leur dit quand il faut démarrer, qui leur dit quand il faut s'arrêter. C'est donc ce qu'on appelle de la génomique du développement. Il est tentant de penser que c'est le genre de spécialité qu'on choisit dès l'enfance. Est-ce votre cas, Denis Duboul ? Non, alors absolument pas. J'ai été élevé dans la campagne genevoise à l'époque où il y en avait encore, en fait. Et c'est vrai que j'ai toujours aimé courir après les animaux, les serpents, les hérissons, voir ce qu'il y avait à l'intérieur, tirer les boyaux, voir où ça commençait, où ça terminait. Ça, je m'en souviens très bien. Mais en fait, j'aurais plutôt souhaité devenir vétérinaire, ce que je n'ai pas pu faire puisque je me suis aperçu sur le tard qu'il fallait parler l'allemand, or ça ne faisait pas partie de mes compétences les meilleures. Vous parlez de votre goût pour la dissection, enfance, ce désir d'aller voir ce qui se cache à l'intérieur. Est-ce que ce serait, selon vous, une métaphore pertinente du travail du chercheur qui doit aller chercher, creuser en quête de vérité qui serait quelque part et qui attendrait d'être révélée ? Disons, la vérité, c'est un grand mot. On travaille rarement avec une vérité en sciences de la vie, mais c'est vrai, c'est une curiosité, c'est ouvrir une boîte, c'est aller voir ce qui se cache derrière l'arbre, c'est aller voir ce qui se cache derrière le col, en montagne, qu'est-ce qu'on va voir, qu'est-ce qu'on va découvrir. Et je dirais que dans notre cas, c'est plutôt des petites vérités, ce que j'appelle des vérités portatives, des petites vérités de tous les jours, qui forment une sorte de nuage de petits points, comme on voit sur les graphiques, avec une sorte de droite qui se dessine. Et puis cette droite, c'est une vérité un peu plus substantielle, mais qui elle aussi fait partie d'un autre nuage de points. Et puis on arrive en fin de parcours à des vérités alors qui sont plus sérieuses, plus charnues, et qui nous aident à travailler dans le sens qui fonde un domaine épistémologique, un certain nombre de lois sur lesquelles on peut s'appuyer. Mais au niveau du travail de tous les jours, c'est vrai que ce sont des petites vérités. Mais il faut tout de même être porté par la conviction qu'on peut être celui ou celle qui va découvrir une nouvelle petite vérité, comme vous dites, non ? Oui, disons, je dirais pas que c'est vraiment une force motrice du travail. La force motrice, c'est vraiment la curiosité, c'est d'arriver le matin en se disant, est-ce que ça a marché, est-ce que ça a pas marché, qu'est-ce qu'on va voir, est-ce que la prédiction est correcte, est-ce qu'on s'est trompé, etc. C'est plutôt ça. Et puis de fil en aiguille, on s'aperçoit avec les ans qu'en fait ces petites vérités, ces petites observations sont utiles parce qu'elles font partie justement d'un grand corpus d'observations faites par la communauté. Et on peut se dire, voilà, j'ai participé d'une façon très souvent très marginale en fait, mais j'ai participé à la découverte de cette vérité qui est une vérité plus substantielle que celle que j'ai moi-même découverte dans le laboratoire.
Vous venez d'évoquer, Denis Duboul, le travail de prédiction du chercheur. Est-ce que cela veut dire que vous êtes en lutte contre l'incertitude ? Alors, évidemment, ça c'est une question qui est très profonde, c'est-à-dire est-ce que la recherche scientifique est une occupation professionnelle qui nous aide à lutter contre notre propre incertitude, en fait. Et les sciences de la vie, je dirais en particulier, puisqu'on est en contact direct avec ce qui crée nos grandes incertitudes métaphysiques, et en particulier quand on étudie le développement, c'est-à-dire d'où vient-on, quelle est notre origine, d'où sort-on, c'est ça qu'on étudie, et puis où va-t-on? La vieillesse est une partie du développement, donc je dirais ces deux questions qui sont les questions métaphysiques fondamentales que tout le monde se pose un jour ou l'autre, c'est vrai qu'on y est en contact direct quand on étudie la biologie du développement. Vos travaux bénéficient d'une très grande réputation à l'échelle mondiale. Dans le champ du développement et de l'évolution du plan des corps des vertébrés, vous avez proposé de nouvelles théories. Y en a-t-il une dont vous êtes particulièrement fier et pourquoi ? Je suis très fier de la carrière que j'ai faite, en fait, mais d'une façon très globale, sachant d'où je viens, quels étaient mon environnement à l'époque. Je suis très fier d'avoir pu, pendant 35 ans, travailler de façon indépendante, trouver de l'argent, personne ne me disant quoi faire, d'avoir pu engager des gens, d'avoir pu faire vivre des familles de chercheurs qui eux-mêmes sont devenus indépendants. Tout ça, effectivement, c'est une fierté. Maintenant, au niveau des découvertes, des observations, appelons ça comme vous le voulez, je pense que celle dont je suis le plus satisfait, je dirais ça comme ça, c'est peut-être une observation en 1994 qui a été publiée dans un journal pas très visible, en fait, contrairement à ces grands boss qu'on peut voir aujourd'hui, et qui, en fait, complémentait une théorie proposée par des anatomistes allemands au début du 19e siècle, qui disait que les embryons des vertébrés, dont nous faisons partie, bien entendu, se ressemblent tous au démarrage du développement. Nous sommes tous très très semblables, par exemple, avec les poissons, avec les serpents, avec les oiseaux. Et puis au fur et à mesure que nous nous développons, eh bien, nous révélons, en fait, nos caractéristiques de l'espèce. Et en fait, ce n'est pas tout à fait correct, dans le sens où cette ressemblance n'est pas observée au tout début du développement, mais après quelques étapes du développement. Donc nous démarrons tous de façon très différente, nous finissons tous de façon très différente, mais il y a un point entre ces deux extrêmes où nous nous ressemblons tous, comme si nous étions obligés de passer dans la partie resserrée d'un sablier. C'est pour ça que cette observation a été appelée le sablier phylotypique, en fait. Et ça, c'est une observation qui me satisfait beaucoup parce que elle a engendré toute une série d'approches scientifiques tout à fait classiques, c'est-à-dire des gens qui tout de suite ont dit non, c'est complètement faux, oui, c'est complètement vrai, et puis depuis 25 ans, les gens disent non, c'est complètement faux, oui, c'est complètement vrai. Donc c'est une étude qui vit, en fait, qui continue à vivre, alors que généralement, quand vous faites une observation, que vous publiez quelque chose, ça a une durée de vie de quelques années maximum, c'est pas un tweet, mais presque, en fait, maintenant. Et au bout de 2-3 ans, les gens oublient cette observation. Donc, de celle-ci, qui est en fait apparue dans plusieurs ouvrages de référence maintenant, c'est vrai que j'en suis particulièrement satisfait. Et puis aussi parce que le graphiste qui a fait le dessin quand j'étais en Allemagne à l'époque a utilisé comme modèle une loupe, qui est le seul héritage que j'avais eu de ma grand-mère maternelle, qui était la loupe qu'elle avait utilisée pour m'apprendre à lire. Donc je suis particulièrement content quand je regarde cette photo publiée dans des grands manuels américains, etc. Mais vous le dites, Denis Duboul, cette théorie que vous avez posée il y a plus d'une vingtaine d'années ne cesse d'être discutée depuis. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce qu'elle relève, selon vous, malgré tout, de la certitude ? Je dirais que depuis 25 ans, ce qui est devenu relativement certain, c'est que l'observation est correcte. Donc c'est vrai que si vous regardez, etc., oui, l'observation est correcte. Maintenant, le problème, c'est qu'est-ce qui explique cette observation ? Qu'est-ce qui se passe dans notre développement ? À un moment donné,
où les poissons sont obligés de le faire, les serpents sont obligés de le faire, les oiseaux et nous sommes obligés de le faire. Qu'est-ce que c'est qu'on est obligé de faire à ce moment-là? Alors là, il manque cette certitude, et c'est là-dessus que nous travaillons depuis maintenant presque 20 ans en fait. Qu'est-ce qui se passe à ce moment précis pour que l'évolution ait été bloquée? C'est-à-dire que tous les animaux soient obligés, d'une façon ou d'une autre, à repasser par ce point. Au fond, en apportant une réponse, votre théorie en a surtout généré d'autres, si je vous entends bien, Denis Duboul. Y a-t-il beaucoup de vérités intangibles, indiscutables, sur lesquelles vous puissiez vous appuyer dans votre domaine de recherche? Elles sont assez rares, en fait. Vous savez, un champ de recherche s'appuie tout de même sur une épistémologie, donc sur un certain nombre de règles fondamentales qui vous permettent de travailler dans ce champ de recherche. Et ces règles fondamentales peuvent être considérées comme des vérités, avec un grand V. Alors chez nous, je vous dirais par exemple que la structure de l'ADN, c'est une vérité. Je pense que personne aujourd'hui aurait le culot ou de remettre en cause la structure de l'ADN. Le fait que notre ADN est porteur de notre hérédité, c'est une vérité. Mais là, vous commencez à trouver quelques personnes un peu originales qui vont vous dire oui, mais pas que, etc. Bon. Par contre, le fait que les gènes contrôlent le développement, c'est aussi une vérité. Mais là, il y a des gens qui vont vous dire oui, mais alors, franchement, il n'y a pas que ça. Puis quand vous dites le gène de la trompe de l'éléphant, que moi j'ai appris quand j'étais à l'université, l'éléphant a une trompe parce qu'il y a un gène de la trompe, ben c'est pas vrai, c'est plus une vérité. C'était une vérité quand je l'ai étudié, aujourd'hui, ce n'est plus une vérité. Vous savez, peut-être y a-t-il des gens qui ont échoué à leur examen il y a 30 ans, en répondant correctement à cette question qui était mauvaise, et c'est la science en fait. Donc il faut savoir quelles sont les vraies vérités et quelles sont les vérités portatives. Et ça, c'est une question de hiérarchisation de la vérité, qui est une question fondamentale. Et aujourd'hui, alors, on est vraiment en plein dedans, avec les réseaux sociaux, etc. Qu'est-ce que l'on peut qualifier? Qui va mettre un petit V vert sur une vérité pour la tamponner, pour dire, les gars, ça, c'est une vérité vraie? Eh ben, on ne sait pas. Et ça devient très compliqué. C'est censé être le rôle notamment des revues scientifiques, mais il faut croire que cela ne suffit pas. Non, ça suffit pas. Les revues scientifiques, on a vu ce qui s'est passé, encore une fois, avec cette pandémie, qui est un révélateur de beaucoup de choses. Les revues, alors certaines sont des revues qui sont vraiment faites pour publier de la science, pour faire avancer la science. C'est très souvent des revues associées à des sociétés savantes, des choses comme ça. Mais les grands décideurs des trends, des grandes modes scientifiques, sont en fait des revues qui sont tenues par des groupes privés. Et donc ces groupes privés cherchent avant tout à faire du chiffre, à avoir de la visibilité, et parfois on se demande même s'ils ne sont pas d'accord de publier des choses qui, à l'évidence, ne sont pas totalement correctes, parce qu'on va parler d'eux. Je veux dire, la mémoire de l'eau, c'est une affaire qui hante encore tout le monde dans la communauté scientifique. C'était évident que c'était une histoire totalement inventée, qui a quand même été publiée dans le meilleur journal au monde. Toutes ces années de recherche, Denis Duboul, vous diriez qu'elles ont fait de vous un homme plus convaincu ou toujours plus pétri de doutes? Vous savez, quand vous arrivez à un certain âge, vous avez une tendance à dire « oui, maintenant je doute de tout, l'expérience ». Tout ça, c'est du blabla, en fait. Je veux dire, je pense pas qu'on ait plus de certitude ou moins de certitude en fin de carrière qu'en début. Je pense simplement qu'on les relativise un tout petit peu plus. Des doutes, je pense que tout le monde vit avec sa part, son quota de doutes. C'est vrai qu'il y a des gens qui doutent de rien, c'est à ça qu'on les reconnaît d'ailleurs, et puis il y en a qui doutent beaucoup. Je ne suis pas sûr qu'une carrière en sciences va changer cette sorte de quota de doute avec lequel vous commencez. Mais par contre, c'est vrai que en fin de carrière, on a plus tendance à considérer parfois que les gens
assènent des vérités sans peut-être avoir toutes les informations nécessaires ou le recul nécessaire. Et je dois vous avouer que la situation sanitaire actuelle n'est pas de nature à changer cette observation. Ce serait cela, Denis Duboul, selon vous, que cette crise aurait particulièrement révélé la vanité de certains scientifiques ? Ce que j'aimerais vous dire sur ce phénomène, c'est que beaucoup de gens en ont profité pour essayer d'avoir de vivre, hein, et c'est normal, mais en disant ça, moi-même, je me place dans cette situation où je fais des commentaires sur ceux qui font des commentaires, donc c'est assez mal placé finalement. Mais j'ai été frappé par plusieurs choses. Premièrement, par le grand mélange qui existe au sein de la population entre les médecins et les scientifiques. Et c'est pas du tout critique, où il n'y a pas de côté négatif dans ce que je dis, mais il y a quand même une différence dans les approches, dans les buts, dans les formations entre les médecins et les scientifiques. Et cette crise, pour moi, était assez intéressante dans le sens où les scientifiques ont été de facto transférés au niveau médical, c'est-à-dire que les médecins sont devenus des scientifiques, avec toutes les dérives qu'on a pu entendre, hein, sur les protocoles, sur les statistiques, sur les nombres, sur les chiffres. Bien entendu que beaucoup de nos collègues médecins ont des formations de scientifiques, mais c'est pas le cas pour tout le monde. Et les scientifiques, on les a très très peu entendus pendant cette épidémie. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? J'en sais rien. Moi, je n'avais strictement rien à dire là-dedans. Je pense que c'est bien de laisser parler les gens qui sont au contact de la pandémie et pas des gens qui font simplement des commentaires à distance. Quelle devrait être, selon vous, la juste place à accorder aux scientifiques dans nos sociétés, Denis Duboul ? C'est compliqué. Les scientifiques, on leur demande deux choses, en fait. Et c'est deux choses qui sont parfois presque antinomiques. On leur demande, d'un côté, de faire avancer la société en produisant des technologies, en améliorant le bien-être, alors dans ce cas particulier, hein, en rapidement produisant des vaccins, etc., pour être réactifs, etc. Bon. D'un autre côté, je pense que la vraie attente de la population, de la société, est en fait différente. Ça, c'est des attentes de crise. Mais c'est de faire rêver les gens, c'est de leur donner quelque chose à venir, c'est d'essayer de leur expliquer des choses que eux-mêmes ne peuvent pas comprendre, mais qu'ils peuvent comprendre facilement si on leur explique, car je suis persuadé qu'il n'y a aucune petite partie de la science, même la plus compliquée des mathématiques, de la physique, etc., qu'on ne peut pas expliquer à tout le monde si on y met un tout petit peu de temps et d'énergie. Et je pense que le rôle des scientifiques dans la société, c'est pas de sauver le monde, c'est pas de faire en sorte que les gens vivent 40 ans de plus, etc. Je pense que c'est vraiment d'essayer de faire vivre les gens, de les accompagner dans ce monde extraordinaire dans lequel nous pouvons évoluer, de leur faire comprendre que c'est un monde extraordinaire. La nature, le végétal, l'animal, les mécanismes, qu'est-ce qui se passe en dessous, qu'est-ce qui se passe en dessus, dans le temps, dans l'espace. Et tout ça, en fait, quand vous en parlez aux gens, vous remarquez qu'ils sont extrêmement friands quand vous organisez des conférences, qui ne sont pas des conférences pour les virus, les machins, les trucs, parce que ça, c'est intéressant bien sûr, mais c'est un intérêt physique, personnel. Mais par contre, quand vous organisez des conférences sur les galaxies, sur les cellules souches, etc., là, les gens viennent, là, ils sont contents, parce qu'ils ressortent en se disant, on est un peu plus intelligent, mais au sens de l'intelligence du monde, la compréhension, que quand on est rentré dans la salle. Et les scientifiques, à mon avis, servent à ça. Voilà pour votre ultime conviction. Merci Denis Duboul. C'est un plaisir. C'était votre podcast Are You Sure en compagnie de Denis Duboul, professeur au laboratoire de génomique du développement à l'EPFL. Rendez-vous pour un prochain épisode avec un autre scientifique de l'EPFL afin de parler certitude et incertitude.